Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le mois de février est déjà bien commencé et qui dit mois de février dit la flèche de Cupidon qui pointe le bout de son nez. Et justement, je me suis dit pourquoi pas faire mon classement des couples dans Harry Potter que je trouve soit le plus sympathique ou qui ont pour moi le ciment le plus solide qui font que ces couples, même si on ne les apprécie pas forcément, font qu'ils ne peuvent que bien se compléter. Voilà. Et en numéro 10, j'ai mis ce couple. Viktor Krum et Hermione Granger. Alors oui, je sais, je suis en train d'un petit peu tricher, parce que c'est plutôt un flirt qu'ils ont eu tous les deux, mais justement, je trouve que ce couple aurait pu être génial. Justement, s'il avait été développé avec ces deux personnages. On a une Hermione Granger que l'on connaît que trop bien et qui reste son nez dans les livres, qui est sérieuse, érudite, etc. Et quand le tournoi des trois sorciers donc, pointe le bout de son nez en 4e année, eh ben, Viktor Krum, qui est donc à l'école de Durmstrang, et champion pour son école pour le tournoi, est un personnage célèbre, vu que c'est l'un des plus célèbres attrapeurs dans le monde des sorciers. Et beaucoup de filles sont toujours en train de glousser derrière lui à cause de cette célébrité. Et donc, il a toujours l'impression qu'on ne s'intéresse à lui que pour ça. Et on a une Hermione Granger qui, justement, ne va pas papillonner autour de lui et ça va l'interloquer. Il va se dire, ah tiens, une fille différente. Et c'est justement super parce que avec ces deux personnages avec des cultures différentes et Viktor Krum qui passe pour un bellâtre mais qui a de la semoule en guise de cervelle, comme le dira Maugret Folleuil alias Barty Croupton Junior, mais non, c'est loin d'être le cas. Il est au contraire très intelligent et c'est plutôt un jeune homme qui est timide et que sa célébrité cache beaucoup. Et je trouve que c'est bien dommage que ce couple n'ait pas pu émerger autant que ça. Et il aura quand même eu le mérite de faire vivre à Hermione ses premiers émois et de nous faire voir une Hermione beaucoup moins sérieuse, beaucoup plus détendue et qui aura été vraiment choisie pour ce qu'elle a à offrir. Je ne dis pas que Ron ne l'a pas choisi pour ça, mais à un moment donné, on croit, surtout dans le 4, quand il l'invite au bal, c'est un peu parce qu'il n'a pas le choix. Que là, Victor, c'est Hermione et c'est pas une autre. Et c'est ça que je trouve sympa dans ce couple. En numéro 9, je trouve que ce couple aurait pu être sympathique aussi. Cho Chang et Harry. Un petit peu pour les mêmes raisons que Hermione et Victor, je trouve que ce couple il a un peu perdu, quoi, par rapport à ce qu'il voulait nous dire. En plus, Harry a assez bavé sur Cho pendant le tome 4 et le film 4. Mais c'est vrai que ce qui va les réunir, c'est un chagrin qu'ils auront en commun, c'est la mort de Cédric. Et c'est vrai que ce couple aurait pu se servir de ce souvenir qu'ils ont en commun pour être encore une force encore plus supplémentaire. Et c'est vrai que moi je trouve que ça aurait permis aussi à Harry de sortir de la bulle de la maison des Gryffondor, malgré qu'ils connaissent Luna et d'autres élèves de d'autres maisons, mais justement ça aurait pu lui ouvrir encore plus les horizons sur les autres maisons qui sont Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, parce que toutes les maisons ne sont pas à l'abri d'avoir en ses rangs des êtres peu recommandables. Et c'est pour ça que je trouve que ces deux couples-là, c'est bien dommage qu'ils n'aient pas été beaucoup plus développés. Voilà. En numéro 8, j'ai mis ce couple.
Vernon et Pétunia Dursley. Alors, c'est vrai que ce couple, c'est pas le plus sympathique qui puisse exister, mais on peut pas nier qu'ils se complètent rudement bien. Que niveau commérage, niveau haine mutuelle des autres, et surtout l'allergie qu'ils ont pour le monde de la magie, ils se complètent vraiment bien, ces deux-là. Ce couple de la normalité, que rien ne doit dépasser de leur petite borne. Et ils auront un fils à leur image, un enfant roi, qui va être vraiment formaté par l'éducation qu'il va leur donner, qu'il est le plus beau, le meilleur, tatati, tatata, alors que c'est pas forcément le cas. Et moi j'ai envie de dire, pourtant je déteste ces créatures, que le détraqueur dans l'ordre du Phénix, il a bien bossé. Parce que grâce à ce détraqueur, c'est malheureux, hein, mais il va montrer à Dudley, un peu ce qu'il est, et c'est ça qui va le faire évoluer, qui va le faire changer, et qui va lui faire prendre conscience que l'éducation que lui donnent ses parents, c'est pas la meilleure du monde. Et il va voir son cousin d'un œil différent. Et ça va le permettre d'évoluer dans le bon sens. En 7e position dans mon classement, j'ai mis ce couple, Hermione et Ron. Alors oui, je sais. Mais c'est parce que, en fait, moi, au tout début, j'ai eu beaucoup de mal à croire en cette histoire. C'était beaucoup trop ficelé à mon goût. Et je trouve que par rapport au couple qui vient après, certaines fois, surtout dans le tome 3, tous les deux, ils sont insupportables. Je trouve que Hermione et Ron, dans le 3, même s'ils sont pas encore officiellement un couple, mais justement, ils se tournent un peu longtemps autour, c'est très sous-jacent, etc. Et c'est vrai que ça peut nous montrer ce couple que les opposés s'attirent aussi. Mais moi, je trouve que certaines fois, surtout une erreur qu'a fait Ron. Et ça, je trouve que ça a un petit peu gâché à cette histoire. C'est quand celui-ci a eu sa romance avec Lavande Brown et que justement à cause de ces sentiments qu'il commençait à avoir pour Hermione, et que au lieu de le lui dire, voilà, hein, il a préféré vivre autre chose, et que malheureusement il va faire du mal à deux personnes au lieu d'une, qui est donc Lavande. Et même si elle est insupportable, ce personnage, mais quand même, c'est pas une raison. Et également à Hermione. Mais au fur et à mesure de l'histoire, je me suis dit qu'en fait, ce couple, il se complète plutôt bien, que cette histoire que j'avais un peu de mal à croire, plus ça avançait et plus je me disais, en fait, ces deux-là, pourquoi j'y ai pas cru depuis le début? En fait, ça m'a fait me remettre en question, tout simplement. Mais c'est vrai que ce couple, au début, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. Voilà. En 6e position, j'ai mis ce couple, Harry Potter et Ginny Weasley. Alors, c'est un petit peu le même cas qu'avec Hermione et Ron. Au tout début, ça m'était tellement bien vendu que je me disais, mais non, c'est pas vrai, oh non, c'est une... ils nous orientent peut-être là, mais après, ça va peut-être pas être ça. Et c'est vrai que moi, je trouvais que la romance, entre guillemets, avec Cho Chang et Harry aurait été plus intéressante d'un point de vue, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais finalement, je me suis dit, en fait, je me trompe bien, parce que ce couple, qui peut paraître lisse, mais en fait, il se complète sacrément bien. Parce que, justement, avec ce côté de Ginny, qui a
son petit caractère, hein, la cocotte, et qu'elle n'hésite pas, bien que ce soit Harry Potter, l'élu, tatati, tatata, à le remettre en place. Je crois que c'est l'une des seules qui arrive à faire en sorte que Harry, des fois, il change d'avis sur certaines choses. On peut dire que c'est aussi elle qui, justement par rapport au fameux livre là, le livre de potions, et elle sait ce que c'est d'être peut-être sous l'envoûtement d'un certain livre, n'est-ce pas? Et c'est vrai que elle voit ça d'un très mauvais œil, en toute connaissance de cause. Et c'est vrai que par rapport à Harry, lui, il va mettre énormément de temps à comprendre que c'est Ginny pour lui et pas une autre, et que il va avoir deux petits pépins dans cette affaire, parce que lui, il sait ce qu'il aura à faire, c'est vaincre Voldemort, et à un moment, donc, il va mettre fin à cette relation pour pas que celle-ci soit un dégât collatéral, on va dire, par rapport au mange-mort, etc. Même si, vu que Ron, c'est quand même son meilleur ami, hein, donc les Weasley, de toute façon, ils vont peut-être à un moment donné payer les pots cassés. Mais, et en parlant de Ron, c'est aussi la sœur de son meilleur ami. Donc c'est vrai il a certainement peur que cette relation nuise à son amitié avec Ron. Et même à un moment donné, Ron, il dira à Harry, à quoi tu joues avec ma sœur quand eh ben, qui se sont séparés, mais qu'en même temps, et ben voilà, ce lien est toujours là. Et justement, j'aime bien ce côté de Ginny qui va faire comprendre à son frère, occupe-toi de ce qui te regarde de toi. Occupe-toi plutôt de ce que tu as devant le nez et que tu es incapable de voir. Ou que tu as trop peur de voir, même peut-être, même presque. Et c'est ça que justement je trouve génial dans ce couple-là, avec Ginny et Harry. C'est qu'ils vont mettre un temps à se trouver, ils vont mettre un temps à se chercher, mais quand c'est là, et puis on ne peut pas faire autrement. Et j'ai envie de dire que c'était déjà un peu un Weasley de cœur, et là, par le biais de Ginny, il en devient un, sans en avoir jamais porté le nom. En 5e position, ça y est, on est au milieu du classement, et j'ai mis ce couple. Lucius Malfoy et Narcissa. Alors, je sais, c'est pas les personnages les plus sympathiques qui puissent exister dans le monde de Harry Potter. Mais justement, ce n'est pas parce que on est des êtres malveillants qu'on ne peut pas ressentir l'amour. Et je trouve que ce couple, il nous montre bien que malgré des actions plus que malveillantes, l'amour peut rentrer dans notre vie et ça peut faire justement un bon comparatif avec la sœur de Narcissa, qui est Bellatrix Lestrange, qui elle a épousé son mari juste par pureté de son sang avec la lignée des Lestrange. Narcissa a un peu fait la même chose du côté de Lucius, mais il y a une sacrée différence. Elle aime son mari et Lucius aime sa femme. Sur différentes choses, sur différentes préjugés et clichés qu'ils ont en commun, mais ils s'aiment. Et ils ont un ciment de couple très solide quand même, parce que on les voit plus au début, donc lui, indépendamment par rapport à sa femme, il cédera même on peut dire par amour pour sa femme, au fait de ne pas envoyer son fils à Durmstrang, mais à l'envoyer à Poudlard. Lui, il voulait l'envoyer à Durmstrang. Elle, non. C'est trop loin. Ça montre aussi le fait de ce couple que, ils ont quand même toujours une once d'humanité et que ce sont des humains. Que, l'amour peut transcender n'importe quel être. Et ça fera naître un fils à leur image,
qui est Drago. Et je vais même le nuancer. Parce que au début de ces récits, je dirais que le fils Malfoy, il veut tellement ressembler à son père qu'il veut en être une copie crachée. Et c'est quand celui-ci sera, donc Lucius, envoyé à Azkaban, que là, on va voir un Drago complètement esselé, complètement perdu. Il a perdu son guide, on dirait presque même, qui est ce père. Et face à la mission non négligeable que va lui confier Voldemort, qui va être d'assassiner Dumbledore. Là, c'est vrai que Drago, on montre que, moi je trouve que ce passage-là, dans le récit, montre que c'est plus qu'un sale mioche qui est pourri gâté et qui est... il est plus profond que ça, il est terrorisé. Il a peur. Et est-ce qu'il va être à la hauteur? Est-ce que... Et puis c'est ce qui l'attend surtout. Hein. Surtout. Et il peut dire merci à sa mère. Parce que si elle n'avait pas cet instinct maternel, donc cet amour pour son fils, eh ben il était mal barré, Drago. Et en même temps, il a des ressources, ce gamin. Parce que il va essayer de se débatouiller du mieux qu'il pourra. Et il va voir, malgré des... Je veux pas dire que Drago est un personnage recommandable, mais moi je trouve qu'au fil du temps, au fil des romans, il évolue dans le bon sens. Il va pas perdre ses préjugés, il va pas perdre certaines choses, mais il voit bien que le fait d'être partisan de Voldemort, c'est pas la meilleure chose qui soit au monde. Malgré tout. Et ça va nuancer son avis par rapport à celui qu'aura son père. Son père, il a déçu le Seigneur des Ténèbres, et c'est clair, hein, moi je trouve que même Voldemort, il a eu du self-control, hein, parce que je trouve que Lucius Malfoy, il a eu chaud 2 fois. Entre guillemets. Mais c'est même... Justement, ce couple est solide, parce que vu les multiples humiliations que Voldemort leur fait subir, si ce couple n'avait pas été si loyal l'un envers l'autre, s'ils ne s'aimaient pas autant, eh ben, il aurait pu exploser en plein vol. Et non. Donc voilà. En 4e position, j'ai mis ce couple. Lily et James Potter. Ce couple, rien que par leur amour qui a transcendé le monde de la magie en faisant naître cet enfant qui le sauvera, déjà. Et moi, j'aime bien le fait que deux personnes se soient détestées avant de s'aimer. Je trouve ça... ça prouve que des fois, c'est pas parce qu'on a pu se détester que au fur et à mesure, les gens vont pas faire qu'ils vont s'aimer. Et je trouve que ce couple, il est solide. Il a été confronté plusieurs fois au Seigneur des Ténèbres, donc ça veut dire qu'ils sont tous les deux braves aussi. Et ils n'ont pas eu peur de leur amour est leur force. C'est une force supplémentaire pour eux que le Seigneur des Ténèbres ne comprendra jamais. Et c'est ça que je trouve qui est important avec ce sentiment dans cette histoire en particulier. C'est que c'est l'amour qui va faire que ce Voldemort, il est perdant depuis le début. Parce qu'il est tellement... ça lui est tellement étranger, et puis il le méprise, ce sentiment. Donc il ne peut même pas se douter ou penser par arrogance que ce sentiment pourrait lui être préjudiciable, alors que c'est ça qui a causé plus d'une fois sa perte. Et justement, Lily et James Potter, par cet amour qui ne séparera pas avec la mort.
comme Rémus et Nymphadoratos. Voilà. En troisième position, ça y est, c'est le podium pour moi. J'ai mis ce couple. Bill Weasley et Fleur de la Cour. Pourquoi ? Parce que justement, ce couple, il nous montre que l'habit ne fait pas le moine, que ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est vrai que Bill et Fleur, ce sont deux jeunes gens superbes d'un point de vue extérieur, mais également à l'intérieur. Et ça, c'est peut-être même pire pour Fleur, vu qu'elle a ce côté vélane, qui fait que n'importe quel homme, normalement, pourrait tomber sous son charme si elle le décidait. Mais quand elle va rencontrer donc Bill, lors de son fameux stage pour perfectionner son anglais, vu qu'elle est française, à Gringotts, c'est là qu'elle va faire sa connaissance et que petit à petit, les sentiments vont naître et que ce n'est pas que leur physique qui vont s'intéresser l'un à l'autre, mais au contraire, c'est leur personnalité qui vont faire que ça va se matcher. Et elle va devoir s'armer de patience parce que sa future belle-mère et future belle-sœur ne vont pas être tendres avec elle. Et c'est vrai que d'un autre sens, Fleur, elle est piquante, elle est revêche. Et c'est pas non plus facile aussi pour elle, vu qu'elle vient d'une autre culture, pas qui est française, par rapport à eux qui sont britanniques. Ça doit pas être évident non plus pour elle. Mais Molly Weasley aura énormément de mal à accepter Fleur pour Bill, parce qu'elle va certainement penser que c'est une fille superficielle et qu'elle ne s'intéresse à son fils que pour le côté extérieur et non vraiment pour son fils. Ginny, je dirais que c'est même pas ça, c'est de la jalousie pure et dure. Voilà. Et justement, c'est ça qui fait la beauté de ce couple, je trouve. Quand dans le tome 6, lors de la bataille de la tour d'astronomie, Bill va se faire défigurer par Greyback, et que quand Molly va être au chevet de son fils, et qu'elle va dire « Ah, il devait se marier », et que Fleur, entendant ça, va lui dire « Comment ça, on devait se marier ?» Mais c'est toujours prévu. J'aime Bill. Et qu'elle va lui prendre dans les mains parce que c'est elle qui était en train de veiller sur son fils, elle le soignait, etc., qu'elle va lui prendre dans les mains le remède pour l'appliquer sur le visage de Bill, pour lui faire comprendre que ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est le cœur qui parle. Elle l'aime profondément, infiniment. Et c'est de là qu'elle va gagner le respect de Molly Weasley et que ce couple nous montre bien que c'est avec une personnalité, une personne, ce qu'elle a en elle qu'on vit, et pas juste l'enveloppe. Voilà. En deuxième position, j'ai mis ce couple, Molly Weasley et Arthur. Pourquoi ? Et parce que c'est un couple, mais qui est tout bonnement génial, qui a un ciment d'une solidité à toute épreuve, qui se complètent sacrément bien et par des personnalités parfois différentes. On a une Molly Weasley qui est d'un dynamique, qui est un caractère bien trempé et en même temps d'une générosité sans borne, un cœur tellement grand qu'elle accepte par Fleur, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure au début, mais à Harry et Arthur, qui peut parfois passer pour un homme laxiste, mais qui est parfois imperturbable. Il lui faut, je sais, vraiment des extrêmes pour qu'il se mette en colère, que sa femme... c'est une boule de nerfs. C'est ça qui est marrant. Je trouve ça, mais d'un hilar. Et en même temps, ils sont d'une complémentarité qui... Ils ont tous les deux une force de la nature. Voilà, c'est ça. Leur amour font d'eux une force de la nature que deux êtres n'en forment plus qu'un. Et ça, c'est génial. Et ils ont les mêmes principes de vie au niveau de la générosité. Et ça peut faire justement la différence avec la famille Malfoy que je vous parlais tout à l'heure. Eux, des gens pauvres au niveau pécunier, mais au niveau du cœur.
ils les battent à pleine couture. Ils ne vont pas hésiter à se mettre à mal avec des gens haut placés pour leurs principes. Ils ne vont pas hésiter à se mettre en danger pour protéger ce petit Harry. Enfin, petit, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire par là. Il le considère comme l'un des leurs. Et ça, c'est ce couple est avec ses valeurs familiales, avec tout ça, fait que j'ai énormément hésité à le mettre en haut. Mais j'ai eu un coup de cœur pour un couple en particulier, qui est celui-ci. Nymphadora Tonks et Rémus Lupin. Ce couple, je ne peux pas vous expliquer ce qui m'a fait ressentir parce que j'aime beaucoup, moi, les histoires qui doivent se chercher, qui doivent se lutter presque avec elles-mêmes pour se concrétiser. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple que ces deux-là, avec Nymphadora et Rémus Lupin. Nymphadora est éperdument amoureuse de Rémus, lui aussi, mais il aura énormément de mal à l'admettre parce qu'il est terrorisé par lui-même. Il a un dégoût de lui, cet homme. C'en est même prenant parce que on voit la différence justement avec un homme tel que Greyback, qui lui aussi est un loup-garou et qui est sanguinaire. Et on a un Rémus Lupin qui est tout son contraire, qui est généreux, qui est d'une bonté pédagogue. Il a de l'humour, il est courageux, il est tout l'extrême de Fenrik Greyback. Et justement, il a un tel dégoût de lui-même qu'il n'arrive pas à accepter la beauté qu'il a en lui. Et moi, j'aurais toujours en tête la phrase qu'il dira à Harry dans le tome 3 et film 3, quand il va parler de sa mère, et qui va lui dire que sa mère avait le don de voir la bonté dans les gens, et en particulier ceux qui ne voient pas ce qu'il y a de beau en eux. Et ça, je trouve que c'est une des qualités qu'a également Nymphadora, parce qu'elle capte ce qui émane de cet homme, au-delà des difficultés qui pourraient se présenter devant eux, qui est le côté loup-garou de Rémus Lupin. Par rapport aussi à Nymphadora, justement, quand celle-ci va déclarer ses sentiments à Rémus et que il va lui dire que c'est pas réciproque, alors que c'est loin d'être le cas. Il l'aime. Mais parce qu'il a tellement peur de lui faire du mal à cause de sa lycanthropie qu'il préfère se priver de cet amour qui pourrait lui être tellement bénéfique. Et justement, on va voir une image de Nymphadora qui m'a énormément surprise. Pas surprise, mais je dirais qui m'a fait de la peine pour elle. Parce que elle l'aime tellement que elle va en être complètement éteinte, terne, triste, et justement son côté métamorphomage, parce que vu selon son humeur, ses cheveux ils vont changer de couleur, etc. Et du jour au lendemain, elle devient l'ombre d'elle-même, justement tellement elle est désespérée par rapport à Rémus, et au-delà même que son patronus va en changer d'un lièvre, ça va devenir un loup, son patronus, parce que pour elle, c'est Rémus, c'est pas un autre. Et ils vont longtemps se chercher. On peut dire merci à Molly Weasley qui a ramené à la raison Rémus, qui a conseillé Nymphadora, qui a été leur allié des premières heures, et qui va faire que voilà, ils vont se trouver, ils vont se marier, ils vont faire un enfant. Même si lui, quand elle va lui dire qu'elle est enceinte, il va reprendre la peur viscérale qu'il a de ce côté loup-garou, en pensant que sa lycanthropie pourrait se transmettre à cet enfant innocent.
et qu'il va partir en laissant Nymphadora et qu'il va rejoindre justement notre Golden Trio, 12 Square Guillemot, et que Harry, certes durement, il va être très dur avec Lupin, mais c'est ça qui va lui faire remettre les pendules à l'heure. Il va le traiter tout bonnement de lâche. Mais ça va lui redonner les pendules, ça va vraiment lui remettre les idées en place, qui fait qu'il va retourner là où est sa place, aux côtés de Nymphadora. Et le meilleur remerciement qu'il peut faire à Harry, c'est en le nommant le parrain de son fils. Et je crois que c'est le plus beau remerciement qu'il pouvait lui faire. Il a été l'un de ses meilleurs professeurs, et c'est son élève qui va le ramener dans le droit chemin, entre guillemets. Et même la mort n'arrivera pas à les séparer. Donc ça. Et ce Rémus Lupin, il m'a fait... j'ai eu beaucoup de peine pour lui tout au long de ce récit, parce que je me disais, mais pauvre homme. Et il est obligé de se cacher, obligé de toujours, à cause du regard des autres, de ce qu'on pense de lui, parce que c'est un loup-garou. Alors que, au-delà des apparences, au-delà des clichés, il aurait été l'un des personnages qui aurait pu être le plus apprécié du plus grand nombre. Dans le récit. Autres que les personnages que l'on connaît, qui sont l'Ordre du Phénix, etc. Voilà pourquoi j'ai choisi ce couple en particulier pour clôturer ce classement. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que ce classement vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Et si ce n'est pas le même que le mien, ce que je peux comprendre, dites-moi qui vous auriez mis à la place, etc. Salut à tous et pensez à vous abonner surtout.